fondons ensemble, les 6 États, dans quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique. Cette entité nationale, on ne la propose pas parce qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas de fédérateur aujourd'hui en Europe qui ait la force, le crédit et l'attrait suffisant. Il est vrai que dans cette Europe, intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Ça simplifierait beaucoup les choses. Invité dans une annexe de l'Assemblée nationale par les députés français, Reding est venu évoquer les méthodes de contrôle de nos finances publiques. Nous passerons à une phase de questions spontanées. La rencontre est dirigée par Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Sont présents Pierre Moscovici, ministre de l'économie, et Bernard Cazeneuve, alors en charge des affaires européennes. La parole est maintenant à Madame Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne. Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu 10 ans pendant lesquels on n'agissait pas parce qu'on ne voyait pas la nécessité d'agir en commun. Et il est grand temps de refaire ce temps perdu parce qu'on a vu ce que ça nous coûtait de ne pas avoir mis en place les instruments nécessaires à pouvoir intervenir. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Derrière ces vitres, 600 experts en économie venus de tout le continent travaillent sans relâche. Leur mission, surveiller les comptes publics des 27 pays d'Europe. Est-ce que vous êtes une espèce de gendarme des finances publiques C'est exactement le cas, effectivement. Comme je vous le disais, on vérifie, on s'attache à faire respecter le pacte de stabilité et de croissance et notre but ici, c'est de faire en sorte qu'il soit bien suivi par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Français, spécialiste des statistiques, Salvatore Serravalle travaillait auparavant au ministère des Finances à Paris. Détaché à Bruxelles, il obéit maintenant aux autorités européennes. Sa tâche, veiller à ce que les 27 États membres, dont la France, respectent la règle d'or. Le déficit public ne doit pas dépasser 3% du budget national. Nous, on vérifie que ces critères sont bien respectés et s'ils ne le sont pas, on met en place certains mécanismes visant à ramener les États membres dans les clous du pacte. On peut émettre alors ce qu'on appelle ensuite une mise en demeure, si la recommandation n'a pas été suivie des faits, qui de nouveau demande aux États membres de converger vers des cibles budgétaires plus raisonnables. Et puis si ça n'est toujours pas le cas, alors on peut se mettre en place des mécanismes de sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à une amende de 0,2 points de PIB pour les États membres de la zone euro uniquement. Pour la France, ça représenterait 4 milliards d'euros. Mes chers compatriotes, si vous votez pour l'un des 10 candidats qui propose une autre Europe, renégocier les traités à la Saint-Glinglin, etc., concrètement, il se passera quoi? Il se passera qu'il sera obligé, à partir du mois de mai, d'appliquer les grandes orientations de politique économique dont j'ai parlé à plusieurs reprises et qui, décidément, n'intéressent, semble-t-il, pas les autres candidats. Vous serez obligé de constater que le président que vous aurez élu sera contraint de baisser l'impôt sur les sociétés, d'augmenter la TVA, de démanteler toutes les professions réglementées, d'ubériser la société, de démanteler les acquis sociaux, parce que tout ceci est écrit dans ce document dont je recommande la lecture à tous les citoyens français. Merci. Et chers compatriotes,
N'ayez pas peur, ayez confiance. Confiance en la France qui va renouer avec sa grande histoire, comme le peuple britannique vient de le faire. Merci. Vive la République et vive la France. Au moins 7000 personnes ont manifesté contre les politiques d'austérité ce samedi à Francfort, en Allemagne. À l'appel du collectif anticapitaliste Blockupy, elles ont pris part à une marche qui devait s'achever par un rassemblement aux abords de la Banque Centrale Européenne, la BCE. Ce 1er juin marque les 15 ans de cette institution. Le collectif Blockupy réunit des syndicats et organisations de gauche. Ces protestations sont aussi dirigées contre la BCE parce qu'elle est au cœur du régime de crise en Europe, explique Katja Kipping, l'un des leaders du parti Die Linke. Nous pensons que ce que la Troïka, Merkel et compagnie veulent nous faire croire, à savoir que réduire les dépenses va nous faire sortir de la crise, est faux. Nous pensons que les coupes dans les dépenses sociales et les revenus nous mèneront plus loin dans la crise. C'est pourquoi nous disons non et nous voulons que les banques soient tenues pour responsables. Le chasuble rouge, verte et bleue, aux couleurs des 3 grands syndicats belges qui ont appelé au mouvement. Dans les rues de Bruxelles cet après-midi, une mobilisation d'une très grande ampleur, 120 000 personnes vent debout contre les mesures d'austérité du nouveau gouvernement. Les gens sont venus spontanément. C'est la première fois depuis 25 ans qu'il y a une telle manifestation. Les gens sont en colère, ils sont inquiets, ils ne sont pas fous et ils voient bien ce qu'il se passe. Ils en ont assez. Des dizaines de milliers de Bulgares sont descendus dans la rue ce dimanche pour manifester contre la corruption et la pauvreté dans une dizaine de villes. Les organisateurs ont choisi cette journée de fête nationale pour réclamer plus de démocratie et un renouvellement de l'élite politique 10 jours après la démission du gouvernement de droite sous la pression de la rue. Le président Rosen Plevneliev, qui participait lui à l'anniversaire de la libération nationale à Sofia, s'efforce de former un gouvernement d'experts avant les élections parlementaires anticipées fixées le 12 mai prochain. Cela fait maintenant une vingtaine de jours que les protestataires manifestent contre les factures d'électricité trop élevées, les revenus trop bas et la corruption généralisée qui gangrène la Bulgarie, le pays le plus pauvre de l'Union européenne. Manifestation à Chypre, la population chypriote est en colère. Elle s'inquiète d'un effondrement du système bancaire alors que la course contre la montre se poursuit sur l'île. D'âpres négociations ont eu lieu ce vendredi entre Chypre et la Troïka des bailleurs de fonds. Le Parlement chypriote doit se prononcer sous peu sur de nouvelles propositions pour réunir des fonds et ainsi éviter la faillite de l'île, une alternative au plan de sauvetage européen rejeté mardi. Sous la pression de la zone euro et de la Banque Centrale Européenne, Nicosie a jusqu'à lundi pour trouver les 6 milliards d'euros nécessaires pour compléter son plan de sauvetage. Le pays a renoncé à taxer les dépôts bancaires en échange d'une aide européenne de 10 milliards, une proposition qui avait provoqué un tollé sur l'île. Les banques sont toujours fermées et tous les virements sur Internet impossibles depuis près d'une semaine, et ce au moins jusqu'à mardi. Zagreb, au lendemain d'un mouvement de grève du secteur public, 1 millier de personnes a manifesté à l'appel des syndicats contre la réforme du Code du travail proposée par le gouvernement. Cette réforme discutée en ce moment au Parlement permettrait d'instaurer plus de flexibilité, des journées de travail plus longues et rendrait plus facile l'embauche et le licenciement des travailleurs. Une pluie de projectiles sur les véhicules de police. La manifestation contre l'austérité en Espagne s'est terminée hier soir dans la violence. Certains s'en sont pris aux banques et aux distributeurs de billets. Les affrontements ont fait une centaine de blessés, dont 30 policiers, et 24 personnes ont été interpellées. Cette bataille, nous allons la gagner, scandait plus tôt dans la journée des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Madrid. Certains d'entre eux ont marché pendant près d'1 mois depuis les 4 coins d'Espagne pour rejoindre la capitale. Tous dénonçant le chômage et les restrictions. Nous demandons d'arrêter de rembourser la dette. Nous demandons qu'il n'y ait plus de répression car le gouvernement nous réprime. Et nous demandons plus de services sociaux. Je suis là contre les impôts excessifs, les privations. C'est très important, faut pas l'oublier. Et contre la corruption très répandue en Espagne. Avec 26% de chômeurs, l'Espagne est asphyxiée par la récession. Un plan d'économie de 150 milliards d'euros est prévu sur 3 ans.
Près de 7 millions d'euros d'aide, voilà ce que réclament ces centaines d'agriculteurs estoniens rassemblés devant le Parlement à Tallinn. Ils souffrent des sanctions russes sur les produits laitiers et le porc, et la peste porcine a achevé de les mettre sur la paille. Ils estiment que leurs voisins baltes et finlandais sont beaucoup mieux aidés. Vendredi noir en Finlande dans les transports et les services publics en raison d'un appel à la grève contre l'austérité. Quelques 30 000 personnes se sont rassemblées à Helsinki pour dire non aux coupes dans les dépenses publiques destinées à faire sortir le pays de la récession. Les grèves de cette ampleur sont rares dans un pays habitué au compromis social. Le centre-ville d'Athènes s'est une fois encore mué en champ de bataille. Des affrontements ont éclaté entre une partie des manifestants et les groupes de casseurs qui ne ratent jamais ces journées de mobilisation. Car depuis ce matin, et pour la deuxième journée consécutive, les Grecs sont dans la rue pour crier leur hostilité aux nouvelles mesures d'austérité, des mesures soumises au vote du Parlement ce soir, des mesures dictées par les créanciers de la Grèce afin de réduire une dette devenue colossale. Ce que je veux dire au gouvernement, c'est qu'on ne laissera pas passer cela si facilement. Nous le combattrons jusque sur notre lieu de travail. Nous nous battrons pour qu'il ne supprime pas les conventions collectives, ce qui nous ramènerait un siècle en arrière. Nous nous battrons pour que cette loi ne soit jamais mise en œuvre. Dans cette bataille, nous combattons aussi les conditions qui entraînent la création de ces politiques. Couplée à une grève générale de 48 heures, la première journée de manifestation a mobilisé comme jamais. Plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient répondu à l'appel des syndicats publics et privés. Pour les observateurs, cela traduit le ras-le-bol d'une population qui a l'impression d'être saignée à blanc. Ni le froid glacial de Bouddha, ni la police qui l'attendait à Pest n'ont empêché la contestation de s'emparer des deux rives du Danube. Pour la troisième nuit consécutive depuis mercredi, après avoir occupé plusieurs ponts symboliques de la capitale, 2 à 3 000 manifestants ont gagné le Parlement. Sous ses fenêtres, cris, sifflets et slogans anti-Viktor Orban ont résonné plusieurs heures jusque dans l'hémicycle. À l'intérieur, mercredi, tandis que l'opposition tentait d'empêcher le vote de la loi sur le travail, le chef du gouvernement est resté impassible. Mais derrière la façade, le pouvoir hongrois s'inquiète. Fait rare, dehors, la gauche et l'extrême droite sont parvenus à mobiliser contre lui. Quant à l'apparition de la chasuble jaune dans les manifestations, elle augure peut-être d'une contestation plus large. La nouvelle législation sur le travail permet désormais aux employeurs de recourir massivement aux heures supplémentaires. Limitées jusqu'alors à 250 heures par an, elles sont aujourd'hui plafonnées à 400, l'équivalent de 2 mois de travail. Quant à leur paiement aux salariés, l'employeur dispose désormais d'un délai de 3 ans. Ils s'attaquent au nom de l'austérité à des droits fondamentaux comme le droit à l'éducation et au travail. C'est pour cette raison qu'il est très important que dans tous les pays, il y ait une grève générale commune aujourd'hui pour dire non à ces politiques. Je suis là pour demander une hausse des retraites. Parce qu'on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Moi, j'ai une retraite de 650 € et une fois que j'ai payé toutes les taxes, il me reste 400 €. Je me trouve à la frontière entre la Lituanie, pays membre de l'Union européenne, et le Bélarus, dernière dictature d'Europe. Mais à vrai dire, la différence entre les deux villages séparés par cette frontière ne saute pas aux yeux.
Avec le partenariat oriental, l'Union européenne veut renforcer ses relations avec ses voisins de l'Est. Le besoin se fait cruellement sentir dans les régions frontalières. Stanislav vit à Norviliškės en Lituanie. Sa tante habite à 400 mètres à Pitskouni au Bélarus. Depuis l'adhésion de la Lituanie à l'Union en 2004, il lui faut un visa pour lui rendre visite. L'Europe, Stanislav en est revenu. Quelles améliorations? Avant c'était mieux, dit-il. Avant 2004? Avant 1996, au temps du kolkhoz. Ici, le chômage touche jusqu'à 35% des actifs, 2 fois la moyenne nationale. Les fermiers survivent principalement grâce à des aides européennes au rabais. La maire du village insiste, 200 € pour un visa d'1 an. C'est beaucoup trop. Nous nous sommes habitués à la frontière. Nous savons qu'il y a 2 États distincts et des frontières qui disparaîtront peut-être un jour. Nous les respectons. Mais moi-même et mes administrés pensons qu'il est nécessaire de réduire un peu le prix de ces visas. La Lituanie et le Bélarus n'ont pas négocié de tarifs préférentiels pour les frontaliers. Leocadia Gordievich n'a pas vu son mari depuis qu'il a trouvé du travail au Bélarus il y a 5 ans, pas seulement à cause du visa. Il faut toute une journée pour traverser la frontière. On vous fait attendre 6 à 8 heures à la douane. Vous le saviez? Mon mari dit qu'il ne traverse pas parce qu'il ne veut pas faire la queue. Problème des vivants, la frontière vote aussi pour les morts avec le cimetière commun aux 2 villages côté lituanien. Vilnius, qui préside actuellement l'Union, a invité Minsk au sommet sur le partenariat oriental fin novembre. L'occasion peut-être de trouver des solutions. Sąd Najwyższy jest tą instytucją, która stwierdza ważność wyborów. Natomiast obawiam się, że upartyjnienie Sądu Najwyższego doprowadzi do tego, że już nigdy w Polsce nie będzie demokratycznych wyborów. Samorząda w Parlamencie Europejskim, w partykularnych planach, to my myślimy o tym, jaka Polska będzie. Tak zaczynały się dyktatury, krok po kroku. Przypomnijmy, jak to było. Na początku przyjęli media, potem trybunał, teraz sądy. Nie możemy na to pozwolić, bo będą dalej tak włazić. Musimy pokazać moc. Cette semaine, le gouvernement a vécu pas mal de turbulences. C'est le signal que les choses commencent à bouger, que la lutte en vaut la peine, que nous allons continuer et que le gouvernement va s'effondrer comme un château de cartes. Ce n'est qu'en luttant que l'on y arrivera. Je vais être honnête avec vous, je ne vois aucun futur ni de grandes perspectives pour le pays. Je pense que les hommes politiques ne sont que les marionnettes de l'Europe, qui jouent avec les petits pays du sud de l'Europe. Ce ne sont que des marionnettes. Nous souhaitons des élections maintenant, car ce gouvernement ne fait que du mal au peuple portugais. On en a marre de ce gouvernement qui n'a fait que porter préjudice à ceux qui travaillent et aux retraités. Les seuls qui aient profité, ce sont les banques et le patronat. Les travailleurs en ont ras-le-bol de ces clowns, car on ne peut pas les appeler autrement. Il faudrait changer les mentalités et que les gens comprennent et acceptent que maintenant il faudrait sortir de l'Europe. Ça nous fait mal d'être dans l'Europe. Nous n'aurions jamais dû rentrer dans la communauté européenne. Notre pays est autosuffisant. On a tout pour vivre. 3000 tracteurs partent d'Utrecht. Ce mercredi encore, les agriculteurs néerlandais manifestent contre une loi visant à lutter contre le réchauffement climatique. Selon eux, elle les prend injustement pour cible.
Le gouvernement ne nous écoute pas, c'est ça le problème. C'est le cœur de la question. Le gouvernement ne nous comprend pas. L'exécutif demande aux agriculteurs de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour ne pas enfreindre les lois européennes. Un effort dont est dispensé le secteur aérien. L'aéroport de Schiphol, non loin de là, est en pleine expansion. Ce convoi est en route pour La Haye où siège le gouvernement néerlandais. Les agriculteurs lui demandent de soulager le fardeau qu'il leur fait porter. Pour parcourir les 70 km de trajet, il a fallu compter 3 heures. Le long des routes bloquées, de nombreux passants témoignaient de leur soutien aux manifestants. Ils travaillent pour quelque chose. Ils ont un sens. Ils travaillent si dur pour nos aliments. C'est bien de s'unir et de manifester, de faire front. Les exportations agricoles des Pays-Bas représentent 92 milliards d'euros par an. Un secteur sous pression en raison notamment de la baisse à venir du budget de la PAC. Un porte-parole du gouvernement néerlandais a expliqué à Euronews qu'il espérait dialoguer prochainement avec des représentants de la contestation. Les fermiers promettent de leur côté de ne rien lâcher. Le gouvernement tchèque pourrait tomber à cause d'un scandale de corruption et d'une vague de protestations anti-austérité. Le Premier ministre de centre-droit, Peter Nečas, a demandé l'organisation d'un vote de confiance afin d'éviter la dissolution de la coalition au pouvoir et l'organisation d'élections anticipées. Il a annoncé sa décision hier soir en espérant réussir. Je vais donc soumettre mon gouvernement au vote de confiance du Parlement vendredi 27 avril. Si le gouvernement échoue et ne remporte pas ce vote, les membres de la coalition présenteront leur démission au Parlement d'ici le 3 mai et des élections seront organisées fin juin. La semaine dernière, le chef du gouvernement exclut le plus petit des 3 partis de la coalition, le Parti centriste Affaires publiques, car l'un de ses leaders a été reconnu coupable de corruption. Le parti s'est scindé et au Parlement, un nouveau groupe dissident est apparu. Celui-ci soutiendrait le gouvernement. Un gouvernement qui fait également face à d'importantes manifestations contre son programme d'austérité. Samedi dernier, 90 000 personnes étaient dans les rues de Prague. En octobre 2017, la journaliste d'investigation maltaise Daphne Caruana Galizia était assassinée après avoir dénoncé la corruption au plus haut niveau politique dans son pays. Qualifiée de Wikileaks à elle toute seule, les enquêtes de la blogueuse se concentraient sur les révélations des Panama Papers, mais exposaient aussi le business des passeports à Malte. Des ressortissants étrangers dont la situation est à peine examinée et des hommes d'affaires corrompus peuvent facilement s'acheter une nationalité maltaise. Elle a enquêté sur des dizaines de cas de blanchiment d'argent, de corruption et d'évasion fiscale, impliquant également des dictatures qui se servent de Malte comme plaque tournante. Le travail de Daphne Caruana Galizia a trouvé un second souffle grâce au consortium de médias, le projet Daphne, qui continue ses enquêtes. Je suis ravie d'accueillir 2 de ses fils pour évoquer la contribution exceptionnelle de leur mère au journalisme d'investigation, Matthew et Andrew Caruana Galizia. Bienvenue dans The Global Conversation. Votre mère avait reçu des menaces, donc des menaces de mort, avant d'être assassinée. Malte n'avait rien fait pour la protéger ? À qui aurait-elle bien pu demander d'être protégée? Oui, les policiers auraient dû la protéger. Mais est-ce qu'elle pouvait aller les voir et attendre une réaction de leur part alors qu'elle les mettait en cause? Souvent, les gens qui la menaçaient voyaient justement qu'ils pouvaient la menacer grâce à leur lien tellement étroit avec le gouvernement et nos forces de l'ordre. Elle était dans la pire des positions de fragilité pour une journaliste. Oui, c'est un cercle vicieux. Oui, et il se passe la même chose dans plusieurs autres États européens. À Malte, l'enquête sur l'assassinat de votre mère est traitée comme une affaire criminelle. Or, d'après les révélations de votre mère et celles du consortium qui a poursuivi son travail, il semble y avoir des ramifications politiques évidentes. En réalité, notre mère enquêtait sur la corruption politique au plus haut niveau du gouvernement maltais. Ce sont les premières personnes sur lesquelles il faudra enquêter, sur ces personnes qui appartiennent au cercle politique, aux institutions.
Notre maire n'enquêtait sur aucun des individus qui ont été arrêtés. 3 individus ont été arrêtés, des hommes déjà condamnés pour des braquages, c'est ça? Elle avait entendu parler de l'un d'eux, mais elle n'a jamais enquêté sur lui. Et elle ne l'avait jamais rencontré. On sait de qui notre mère avait peur et d'où provenaient les menaces. Et on a fait part de nos inquiétudes aux autorités. Mais vous savez, on ne peut pas chercher des preuves nous-mêmes. Donc on espère que les noms que nous avons donnés aux autorités correspondront bien aux premières personnes sur lesquelles elles enquêteront. Et comment ont-elles réagi quand vous avez donné ces noms? Quand on tente de communiquer avec la police, on n'a jamais de réponse. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait cette enquête a très peu de chances d'aboutir. Bien sûr, la situation est terrible, mais nous continuons d'espérer et de demander plus. Simplement, le respect de nos droits et de ceux de notre mère. Revenons au travail de votre mère. Son héritage perdure à travers un consortium international de journalistes qui a révélé le système de vente de passeports sur lequel votre mère avait commencé à enquêter. Y a-t-il d'autres affaires sur lesquelles votre mère travaillait dont nous allons bientôt entendre parler? On s'est rendu compte que les affaires sont liées les unes aux autres et que les protagonistes sont toujours les mêmes. Donc il y a des ramifications avec la Russie, l'Azerbaïdjan, avec cet homme d'affaires iranien, aujourd'hui en prison aux États-Unis. Tous les acteurs sont liés les uns aux autres, c'est ce que vous dites? Oui, une fois que vous avez détruit les institutions, que vous vous en êtes emparé pour mettre en place votre propre système de corruption, vous laissez la porte ouverte à tout le reste, aux pires choses qui se font dans le monde. C'est comme si on avait une boîte de Pandore inversée. C'est ce qui s'est passé. Donc évidemment, tant que l'impunité perdurera et que rien ne sera fait pour corriger la situation, pour ramener Malte à la normalité, ramener l'Europe à la normalité, on aura sans arrêt les mêmes histoires. Mais y aura-t-il de nouvelles révélations? Y aura-t-il de nouvelles affaires ou de nouvelles informations sur ce réseau interconnecté impliquant les différents protagonistes dont on parlait? Le projet Daphné a désormais sa propre mission, qui est de poursuivre le travail de notre mère. Et il enquêtera sur de nouvelles choses. C'est ce qu'on attend de lui. Notre mère a été tuée, son travail a été interrompu, et les journalistes sont en train de se pencher sur ses ramifications. Où mènent ces ramifications, ça, personne ne le sait. Il y a une expression qui illustre parfaitement ce que ma mère a découvert sur Malte. C'est un État captif. C'est à cette conclusion que toutes ces affaires nous amènent. Malte est un État captif. Les institutions ont été capturées. Et aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir quels intérêts privés se trouvent derrière cette capture de l'État. Qui en sont les responsables, comment ils sont liés les uns aux autres et quel genre d'influence ils exercent sur notre administration. Et si nous pourrons un jour sortir de cette situation, ou si nous sommes voués à rester dans les prochaines années un outil au service d'intérêts privés étrangers. Et pourquoi Malte? Quand on parle de réseau de blanchiment d'argent, de corruption, on pense à l'Italie, à la mafia ou au Moyen-Orient. Mais Malte, pourquoi cette île? Les pays plus grands comme l'Italie, voire le Brésil, même quand la situation est grave, conservent toujours au sein de leurs institutions des poches d'indépendance. Malte est un petit pays, donc très facilement, en vous emparant de l'un des principaux partis qui remportera les élections et gouvernera, vous contrôlez d'un coup tous les leviers d'un État membre de l'Union européenne. L'adhésion de Malte à l'Union européenne, plutôt que de nous protéger, a fait de nous un objet de convoitise pour ce genre d'individus. Malte a une puissance démesurée par rapport à sa taille. L'île est représentée au Conseil européen, au Parlement européen, et elle a une influence sur la Commission européenne. C'est extrêmement dangereux. Et évidemment, quels experts internationaux du blanchiment d'argent et du crime ne voudraient pas contrôler un État membre? Et ils ont trouvé le parfait intermédiaire avec notre Premier ministre. L'enquête est entrée dans une phase cruciale, mais évidemment, puisque, comme mon frère l'a dit, il s'agit de tout un réseau de corruption qui est en grande partie international. Il faut que des personnes continuent de transmettre des informations au projet Daphné. Il est impossible de mettre en place un tel système de corruption, d'organiser le meurtre d'une journaliste sans que beaucoup de gens soient impliqués.
Donc il faut que ces personnes continuent de donner des renseignements en secret, anonymement, peu importe. Mais elles doivent vraiment continuer à aider ceux qui enquêtent à trouver les informations qui manquent. Matthew, Andrew, merci d'avoir été avec nous dans The Global Conversation. Quant à vous, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.